Rachel, merci beaucoup. Merci à toi, Delphine, de me recevoir. Avec grand plaisir. Attends, je chope un stylo. Alors, Rachel, alors j'ai pas bien révisé, docteur depuis bien 2012. Oui, c'est ça, bientôt 10 ans. Oh, ça rajeunit pas, ça. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots si la thèse pour toi c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire, c'était voilà, un objectif pour faire quelque chose après, ou est-ce que tu es arrivée là un peu par hasard? Alors, je ne suis pas du tout arrivée là par hasard. Pour tout te raconter, quand j'avais 6 ans, on m'a parlé de Louis Pasteur à l'école. Et je suis revenue à la maison et j'ai dit à ma mère, je veux faire de la recherche. Je veux être Louis. Je veux être chercheur. Exactement. Je veux être chercheur. C'était une révélation pour moi. Et dans ma vie personnelle, j'ai un oncle qui était atteint du sida et que donc, je l'ai su quand j'avais une dizaine d'années. Et donc, à ce moment-là, je suis revenue à la maison, pareil, et j'ai dit à ma mère, je veux trouver le vaccin contre le sida. Et à partir de là, ça a été pour moi un objectif. Je voulais être chercheur et je voulais faire ma thèse sur le sida. Et donc, j'ai passé, les 4e, 3e, j'avais 13-14 ans. J'ai passé, je pense, plus d'heures que tout le reste du collège au CDI à essayer de savoir comment j'allais faire pour être chercheur. Ouais. J'ai envisagé tous les parcours possibles et imaginables. Je me suis fait le parcours qui allait être pour moi l'idéal, le parfait. Et donc, je me suis après battue contre ma mère, contre ma famille, contre l'école, parce que j'étais très bonne élève et que tout le monde voulait que j'aille en S et que je fasse un bac S. Ce qu'on appelait S à l'époque, maintenant ça a changé. Mais moi, je voulais faire STL parce que pour être chercheur, il fallait faire des manips. Et pour faire des manips, il fallait que j'apprenne le plus vite possible. Et donc, je me suis battue, j'ai réussi. Du coup, j'ai fait un bac STL, option biochimie, chimie biologique, comme on l'appelle joliment. Ensuite, je voulais faire un BTS parce que dans la vie, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je voulais, quoi qu'il arrive, si je devais arrêter mes études, avoir un métier. Donc, j'ai fait un BTS, exactement. Et puis après, dans l'idéal, c'était une école d'ingénieur. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir intégrer une école d'ingénieur pour des raisons diverses et variées. Du coup, je suis allée à la fac, j'ai fait une licence, un master que j'ai fait à Marseille à l'UMI. Mon master, je voulais le master de Marseille parce que c'était un master immunologie-virologie, puisqu'il y avait un professeur qui venait des États-Unis et qui allait enseigner la virologie humaine à Marseille. Donc, en master 1, ça s'est passé comme ça. C'était très bien. Et en master 2, j'ai appris qu'il partait et qu'il était reparti aux États-Unis. Oh, et du coup, changer entre master 1 et master 2, c'est quand même très, très compliqué. Et je n'avais pas forcément envie de changer. Du coup, j'ai quand même continué dans cet environnement-là à Marseille. J'ai donc passé un master en immunologie. Mais du coup, pendant mes stages de master, comme je voulais toujours travailler sur le VIH, mais je voulais quand même rester ouverte, j'ai fait mes 3 stages, un en biologie du développement, parce que quand même, je trouvais que mettre une molécule ou une cellule quelque part et soit faire pousser une aile de poulet, soit faire pousser une cuisse de poulet, en fonction de là où on la mettait. Je trouvais ça génial. Mais ça l'est. Du coup, j'ai voulu faire ça pour voir si ça allait me plaire finalement. Et ce n'était pas le cas. Donc après, j'ai fait un stage à l'étranger parce que pour moi, c'était important d'avoir un stage à l'étranger. En Allemagne, à Munich. Alors là, pareil, j'ai passé du temps, mais j'ai contacté, je crois, tous les laboratoires de virologie et d'immunologie d'Europe pour mon stage. Et j'ai été prise à Munich, j'ai fait mon stage là-bas, ça s'est super bien passé. Et puis après, j'avais quand même toujours fait des stages sur le VIH. Donc là, j'ai choisi un stage à Lyon sur le VIH où on m'a dit, écoutez, Rachel, moi j'ai un financement pour travailler sur un autre sujet. Donc, si vous voulez être financé et payé pour votre stage, on peut travailler sur d'autres sujets. Mais si vous voulez travailler sur le sujet VIH, c'est avec plaisir, mais je ne pourrais pas vous payer. Je dis, tant pis, je ne serai pas payée, mais je veux quand même travailler sur le VIH. Un peu déterminée. Un peu déterminée. Et là, ça a été pareil, une révélation pour moi. Le VIH, c'était vraiment, la virologie, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et donc, j'ai après cherché ma thèse. J'ai eu une allocation fléchée de la région Rhône-Alpes. Et donc, j'ai pu intégrer un laboratoire à Saint-Étienne pour travailler sur VIH. Exactement, santé. Je crois qu'on pourrait déjà passer rien qu'une heure sur tout ce que tu viens de raconter. Mais bon, comme ça nous met dans l'ambiance. Entreprendre, prendre les choses en main. Tu as pris les rênes très tôt. Oui, en fait, je suis
j'aime bien savoir où je vais mettre les pieds, savoir où je vais. Et donc, je mets en place tout ce que je peux mettre en place pour justement savoir comment avancer vers mon but. Quoi. C'est rigolo. Alors, je vous ai trouvé des petits points communs, genre faire un BTS parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on continue quand même, l'INO. Mais en fait, moi, j'aime bien savoir, ne pas savoir où je vais. Je trouve ça... Alors, il y a un côté qui peut être angoissant par moment, mais il y a un côté un peu excitant de dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, il ne faut pas tomber ni trop dans un travers, ni dans l'autre. Exactement. Alors, on dit souvent chez les Alliances, alors attendez, je fais une parenthèse parce que j'ai Asia qui a essayé de se connecter plusieurs fois, que j'ai admise mais que je n'ai pas vu apparaître. Asia, si tu es là, mets-nous un petit mot. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors, on dit souvent chez les Alliances qu'on n'est pas tous égaux face à la thèse. On peut avoir bien vécu l'expérience, alors que ce soit un point de vue professionnel, on a aimé son sujet, les manips ont à peu près fonctionné, ou pas trop, mais on a quand même aimé s'acharner. Il y a le côté relationnel aussi. Est-ce que tu peux nous résumer ton expérience de thèse? Est-ce que c'était très positif? Est-ce que c'était bon? Je dirais que c'était en un mot très formateur. Oui, ce qui veut tout dire. Exactement. Ce que je dis souvent, c'est que je suis entrée dans ma thèse comme une enfant, jeune adulte, et je suis ressortie en tant qu'adulte. Ça a été extrêmement formateur. J'ai gagné en maturité énormément. J'ai été confrontée à des situations auxquelles je n'avais jamais été confrontée et auxquelles je n'imaginais même pas pouvoir être confrontée un jour dans ma vie. Parce que je suis toujours quelqu'un de plutôt optimiste, et voilà, j'étais confrontée à un milieu qui était difficile. Difficile. Pour en dire un tout petit peu plus, je suis arrivée en thèse, les deux doctorants d'avant moi, deux docteurs qui étaient là avant moi, sur le même sujet. Donc j'ai appris quand je suis arrivée. En fait, j'avais le même sujet que les deux d'avant, à la virgule près. Ont passé 6 ans et 9 ans dans le laboratoire pour soutenir leur thèse. 6 ans et 9 ans en France? Oui. Ok. Point. Donc, mon objectif premier, c'était de faire ma thèse en 3 ans. Du coup, ça, c'était le premier point. Et puis j'ai un ingénieur de recherche qui est arrivé peut-être 2 semaines, qui est venu me voir 2 semaines après mon arrivée et qui m'a dit, Rachel, je suis désolée, c'est pas contre toi, mais j'ai aidé les deux d'avant toi à aller au bout de leur projet et à soutenir. Toi, tu te débrouilleras. Il faut que tes directeurs de thèse après. Et donc, toi, tu te débrouilleras. Il avait raison dans un sens, si ce n'était pas son job, mais bon, voilà. Ça va être dur à entendre. Mais c'est vrai que du coup, moi, je suis arrivée là toute pimpante. Pour moi, c'était mon rêve qui se concrétisait. Et là, je me suis dit, OK, ça va être très, très compliqué en fait. Du coup, ça a été compliqué aussi au niveau relationnel parce que j'ai dû mettre en place une médiation à l'école doctorale avec les directeurs de thèse. Donc oui, ça a été compliqué, mais on a quand même fini par s'en sortir. Parce que j'ai revu mes objectifs et puis j'ai fait ce que je fais quand je suis face à une situation compliquée, je prends les choses en main. J'avais pas envie de rester 10 ans dans ce laboratoire. J'avais envie d'aller au bout de ma thèse. Je savais que le sujet complet, c'était pas possible, mais que par contre, cette partie-là allait être possible, un bout allait être possible. Donc, j'ai revu mon sujet. J'ai commencé à rédiger un article sur les résultats que j'avais déjà. Je me suis mise à 2000% dans ma thèse. Alors, oui et non, on en reparlera parce que je fais beaucoup d'autres choses à côté de ma thèse. Mais en tout cas, dans mon sujet, je me suis mise à 2000% pour avoir, et dans mes manies, pour avoir vraiment les objectifs que je voulais. Et je suis arrivée en fin de 2e année de thèse avec mon plan de thèse, de manuscrit, avec mon article qui était rédigé à faire corriger et en disant, voilà, mon sujet, ça va être celui-ci. Ouais. Je vous demande de corriger mon plan de manuscrit parce que je vais commencer à le rédiger. Et je vous demande de corriger mon article parce que je vais finir les manips qui vont finir là. Mais en tout cas, je veux cet article-là pour pouvoir qu'il soit publié à tel moment pour que je puisse avoir mon manuscrit. Et donc, du coup, là, ils m'ont regardé un peu différemment. Ils ont moins vu la petite Rachel sur qui on pouvait gronder comme on voulait. Ouais, et ils ont un peu plus vu la Rachel déterminée. Wonder Rachel. Si on veut. Mais oui. Mais en tout cas, voilà. Du coup, j'ai passé ma 3e thèse à passer énormément de temps au laboratoire. Je pense que beaucoup de monde va se reconnaître là-dedans.
et à rédiger mon manuscrit et à rédiger mon article Alors, j'avais la chance d'être dans une école doctorale où il fallait seulement que l'article soit soumis pour pouvoir soutenir, pas forcément accepté. Et heureusement, parce qu'il a été accepté 3 ans plus tard. Mais au moins, ça m'a permis d'avoir mes objectifs et de pouvoir soutenir ma thèse en 3 ans et 2 mois. 3 ans et 2 mois, c'est tout à fait honorable. Ça rend humble. Tu racontes. Je suis en train de me dire que c'était génial, mais en fait, on ne se compare pas, on s'inspire, on écoute, on tire des leçons. Là, il y en a 3000. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais c'est. Je suis impressionnée. Ok, alors, on a encore un petit peu plus de contexte. Donc, au moment où tu soutiens, est-ce que tu sais déjà est-ce que tu as déjà ta place réservée dans le job suivant? Est-ce que tu sais quoi faire mais que ce n'est pas encore mis en place? Alors, non, oui et non. Je n'ai pas encore une réponse d'un mois. Et ben, en fait, pendant ma thèse, j'ai fait ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire qu'un mois après l'arrivée en thèse, j'ai su que je ne voulais pas continuer dans la recherche. Ça avait été mon rêve jusque-là. Et puis, d'accord. Et en un mois, ça a changé. En un mois, ça m'a. J'avais un peu ce sentiment, ce questionnement quand j'étais en master, mais je voulais quand même aller au bout de l'objectif. Et un mois de thèse, ça m'a suffi. Ça m'a suffi pour me dire, je sais que je ne vais pas continuer. Ça a dû être super à vivre, non? Où tu dis, voilà, j'ai 20-25 ans, j'ai mon rêve bien identifié depuis à peu près mes 6 ans, et au bout d'un mois, même s'il y avait déjà des indices en master, tu dis, ça me fait penser un peu. Oui, du coup, ça a dû accélérer. C'est ça, on dégringole un peu, et puis après, au bout d'un moment, il faut pas avancer. Donc, ok, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas dans cet environnement qui est un environnement jugé néfaste? Et si je continue pas, qu'est-ce que je fais? Mais du coup, je suis passée à côté de mon objectif depuis que j'ai 6 ans. Et si je continue, d'accord, mais alors c'est quoi la suite? Et du coup, j'ai passé mes 3 années de thèse, en plus de ma thèse, à préparer la suite. Ok. Intéressant. Et c'est là, du coup, que j'ai tapé à la porte d'à côté, dans le laboratoire. J'ai eu la chance d'avoir, dans la porte à côté, une équipe qui était très, très sympa et qui m'a bien soutenue pendant tout le long de la thèse. Okay. Et qui était donc une personne qui faisait partie du réseau Biotechno national. Ah, le réseau Biotechno. Voilà, exactement. On s'est vu, regardez nos posts LinkedIn, on a fait des selfies. Ouais. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui m'a tenue moralement, en fait, pendant toute ma thèse. J'ai assisté à une réunion et je me suis dit, absolument faire partie de cette équipe, c'est obligatoire. L'équipe, les organisateurs des forums. Les équipes organisateurs des forums, exactement. Donc, du coup, j'ai été, pendant ma thèse, je me suis listée parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai été membre du conseil d'administration de Biodoxion, qui est une association de jeunes chercheurs à Lyon. Biodox. J'ai été trésorière et vice-présidente trésorière puis vice-présidente de la SEC, qui est l'association des jeunes chercheurs de Saint-Étienne. J'ai été trésorière du réseau Biotechno national et organisatrice des forums Biotechno Lyon et Grenoble pendant mes 3 années de thèse. En parallèle de ça, j'étais aussi représentante du doctorat, j'étais aussi organisatrice de la journée de la recherche. J'ai eu la chance de rencontrer de par un événement sur le financement que j'avais de la région Rhône-Alpes, de rencontrer une créatrice d'entreprise qui s'appelait Nawade et qui a créé un jeu de société autour de la virologie. Ah, c'est énorme. Ça s'appelle comment ce jeu de société? Ça s'appelle Ludoviro. Ludoviro. Oui. Et donc j'ai participé, j'ai eu la chance de pouvoir participer avec elle à la rédaction des règles de société, et puis voilà, de le tester, de le présenter. J'ai envie d'inventer un jeu de société autour de la biologie maintenant. Énorme. Écoute, on en parle quand tu veux. Okay. Voilà, j'ai participé à la rédaction, j'ai fait plein d'autres choses que beaucoup de monde fait, et tout ça, ça m'a permis, et surtout à toutes les associations-là, ça m'a permis en fait de rencontrer beaucoup de monde, de m'ouvrir et de découvrir qu'il y a 1 million de métiers possibles après la thèse. En fait, il n'y a pas que la recherche publique, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Et j'en découvre encore aujourd'hui, d'ailleurs, des métiers. Tu as résumé un peu but de Résilience en une phrase, c'est parfait. Enfin, et d'autres initiatives, bien sûr.
Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de réfléchir pendant ces 3 années à qu'est-ce que j'avais envie de faire après. Alors, je n'avais pas un métier en tête, mais par contre, je savais quelles étaient un peu mes attentes en termes de mission, en termes de voilà, à quoi devait ressembler un peu ma journée après la thèse. Et ça m'a aidé et permis de me positionner un peu pour après la thèse. Mais je suis quand même restée 1 an au chômage. Temps mort. Alors, merci pour toutes ces précisions. Alors, on a Asia en folie dans le public. Résilience, bravo Rachel. Alors, c'était peut-être pour le moment de la thèse, je suppose. Je prends le message un peu plus tard. Bref, oui, carrément. Alors, j'aime bien toujours essayer d'extraire un peu de ce que vous nous racontez en tant qu'invité, des points clés. Alors, le premier, je suis navrée, on sort un peu à chaque fois, mais ça vient que renforcer le fait que ça semble vrai. C'est le côté aller rencontrer, le côté réseau. Tu as dit, je suis allée toquer à la porte d'à côté et ça a un peu tout changé, en fait. Ça a complètement changé, en fait. Donc, voilà, soyez curieux, allez rencontrer des gens, allez vous présenter, leur demander de se présenter. Oui. Ça semble clé. Et la deuxième chose, ce que j'aime beaucoup avec ce que tu racontes, c'est une illustration, je trouve, parfaite de ok, tu es docteur en biologie, c'était pas forcément pour faire de la recherche en biologie derrière, on pense que c'est fait que pour ça, mais voilà, on milite pour vous dire que non, c'est une option parmi 1 million d'autres. Et tu ne peux pas débarquer à être organisatrice du Forum Biotechno si tu n'avais pas eu tout ce parcours-là et d'avoir été en thèse à ce moment-là. On n'est pas dans la recherche en bio, mais le contexte fait que c'est par ton parcours où tu as peut-être ta place ou ta légitimité. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Et le dernier point que tu viens de dire, et c'est chouette parce que j'avais essayé d'exposer ça au Forum Biotechno Sud à Marseille le 20 octobre, n'est-ce pas? Oui. On avait fait un petit atelier et j'avais fait travailler les personnes sur ce qu'ils aimaient faire ou aussi ce qu'ils n'aimaient pas, et d'essayer après coup de raccrocher un métier, mais de ne pas tout de suite penser métier, de dire ça, est-ce que ça peut me plaire ou pas. Et l'exemple que j'avais donné à titre perso, c'était que moi aussi j'aime bien toquer aux portes des autres, et c'était par ce comportement-là où je m'étais dit, moi j'aime bien en fait avoir plein d'interlocuteurs différents, entendre plein de projets différents, voir plein de sociétés différentes, et c'est après coup, en voyant les offres du métier que je fais aujourd'hui, donc du consulting en financement, où le financement en fait, que ce soit autre chose, je m'en fous entre guillemets, mais c'est le côté, j'assiste une multitude de projets de personnes. Je ferme la parenthèse. Ok, et donc concrètement, alors on a bien compris que tu avais fait plein de choses pendant ta thèse, tu as élargi ton réseau, tu as pu rencontrer plein de personnes qui avaient certainement un doctorat en biologie et qui faisaient plein de métiers que tu as pu découvrir. Quel choix as-tu fait après ta soutenance? Tu as parlé de ton chômage, on en était resté là. Oui, okay. C'est ça. Alors on veut tout savoir. En fait, je suis restée 1 an au chômage. Déjà, j'ai soutenu en 2012, donc c'était des années où c'était un peu compliqué au niveau du marché de l'emploi. Et j'étais partie bille en tête sur j'aime communiquer, j'aime vulgariser et j'aime organiser. Communiquer, vulgariser, organiser, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, je voulais faire de la communication scientifique. Comme 80 ou 90% des docteurs qui sortent de la thèse et qui veulent faire autre chose que de la recherche. La communication scientifique. J'ai eu la chance ou malchance, peu importe. En tout cas, le contexte faisait que j'ai fait une thèse en virologie à l'époque où c'est le cancer qui était à la mode. Et donc, tous les postes de communication scientifique, il fallait avoir une expertise en oncologie, chose que je n'avais jamais fait dans la vie. Ok. Du coup, j'allais à chaque fois, de par ma personnalité, de par mon énergie, au bout des process, mais à chaque fois, il y avait quelqu'un qui avait l'expertise que je n'avais pas. Okay. Ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Et puis du coup, pendant mon chômage, j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris les choses en main. J'étais à Paris à ce moment-là, je déménageais à Paris à ce moment-là, et donc j'ai organisé les forums Biotechno Paris. Du coup, je me suis rapprochée de Biodox Paris pour organiser le forum Biotechno. J'ai fait d'autres choses dans ma vie perso, et j'ai aussi postulé pour être bénévole à l'association Bernard Henry. Du coup, j'étais la première bénévole chez eux. Le BG qui était une référence à l'époque et qui l'est toujours d'ailleurs. Tu faisais quoi pour eux? J'étais au service formation.
J'étais au service formation et en fait, je les aidais à mettre à jour tous les dossiers de formation pour mettre en place de nouvelles formations. Et donc, du coup, je faisais beaucoup de recherches documentaires pour mettre à jour les nouveaux chiffres, les nouvelles formations. Je les ai aussi aidés à mettre en place des enquêtes de suivi, des enquêtes de satisfaction, parce qu'ils faisaient ça de façon organique. Et donc, je les aidais à mettre en place des outils de ce type-là. Et j'ai aussi aidé la partie entreprise, relations entreprises, pour démarcher les entreprises. Et voilà. Et donc, tout ça a fait que j'ai fini par rencontrer une personne qui a été, pour moi, il y a eu un avant et après cette personne-là dans mon métier. Puisqu'il avait, quand il me parlait de son métier, c'est quelqu'un qui était pétillant, vraiment lumineux. Et qui avait, exactement, et qui avait des étoiles dans les yeux quand il me parlait de son métier. Je me dis, moi, j'ai envie d'être comme ça, c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis commercial. Et là, je dis, non. Ça alors, je dis, c'est pas possible. Commercial lumineux. Je dis, c'est pas possible. Moi, je ne veux surtout pas être commercial. On avait vu passer des commerciaux au laboratoire. Et moi, c'était pas du tout fait pour moi comme métier. Est-ce que tu as creusé avec lui quand même ce qui pouvait le rendre aussi heureux? Exactement. Ouais. Exactement. Et en fait, ce qu'il m'a donné, c'était les mots-clés que je cherchais. C'est-à-dire qu'il aime le relationnel, il aime les interlocuteurs divers et variés, il aime rester dans la science, mais sans être acteur de la science. Ça me parle. Et il aime accompagner ses entreprises pour leur proposer des solutions. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, commercial, ça ne veut pas juste dire négocier. Oui, je vends des trucs, j'atteins un chiffre d'affaires. En fait, c'est des gens avec des besoins. Exactement. Et du coup, du moment où j'ai commencé à chercher un métier de commercial, j'ai passé 3 entretiens et j'ai été prise. Ok. Et du coup, je commence en vente. C'était pour vendre du matériel de labo ou rien à voir? Pas du tout, c'était de la prestation de service. Okay. C'était ce qu'on appelle une CRO, mais pas au sens recherche clinique. C'est une société qui propose des services à façon de laboratoire sur des tests réglementaires pendant les phases précliniques de développement d'un médicament. Voilà. Super thématique. Et du coup, en immunologie et virologie, mais j'ai été recrutée sur la partie immunologie. J'aurais préféré la viro, mais voilà. Mais voilà, c'était comme ça. Et donc voilà, me voilà démarrer un poste de commercial où du coup, j'allais pouvoir accompagner à façon. Vraiment, c'est ça qui me plaisait, c'était de devoir comprendre le besoin de l'entreprise pour pouvoir après le retransmettre en interne et proposer des solutions. Donc voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Je trouve ça génial, ça rejoint un petit peu une expérience perso. Alors, peut-être que tu ne l'as pas vécu comme ça, mais on peut le comprendre. Le mot commercial, ça ne disait pas trop. Un peu comme moi, le mot financement ou impôt, pas trop. Et en fait, il faut bien creuser. Il y a une façon de présenter les choses, une façon de les vivre où ça peut tout changer finalement. Et voilà, donc n'ayez pas d'a priori sur les thèmes de vocabulaire, il y a toujours une façon de vivre les choses. Alors après, il y a sûrement des commerciaux qui sont très centrés chiffre d'affaires avec une méthode peut-être plus froide, si je puis dire, mais peut-être que ça leur convient. Après, chacun sa vision dans son propre métier. Mais super que tu aies pu discuter avec ce commercial heureux. Ah oui, oui. Alors, aujourd'hui, tu n'es plus commercial. Tu l'as été. Ah, c'est excellente réponse. Pour ce poste-là en particulier, tu l'as été combien de temps? Alors, tu as déjà dit. Sur ce type de poste commercial, je l'ai fait pendant 3 ans. Okay. J'ai été commerciale dans cette entreprise-là pendant 2 ans, puis 1 an dans une autre entreprise. Okay. Pareil, sur la prestation de service aussi. Et puis, il manquait quelque chose. J'allais dire 2 ans, 1 an, c'est pas forcément très long. Il y a un truc qui n'allait pas. Alors, très simplement, la première entreprise, ça se passait très mal au niveau relationnel. Okay. On ne va pas forcément s'étendre là-dessus, mais 2 mois après mon arrivée, j'ai été recrutée par le N+2. 2 mois après mon arrivée, le N+2 a quitté l'entreprise. Le N+1 et le directeur général m'ont pris en réunion et m'ont dit, de toute façon, je ne veux pas de toi, Rachel. C'est lui qui a insisté pour t'avoir, mais maintenant, on va devoir composer avec toi. Donc, super ambiance, merci pour l'accueil. Voilà. Donc ça a été 2 années compliquées, mais bon, ça en est sorti. Ils sont culottés, ces gens. Et ensuite, j'ai rejoint une autre entreprise où ça s'est beaucoup mieux passé. Ça s'est beaucoup mieux passé, mais il me manquait quelque chose.
la prestation de service, ça a ce côté vraiment passionnant pour pouvoir échanger avec les entreprises sur leurs besoins et pouvoir leur apporter des solutions. Ça a le côté frustrant de devoir, entre guillemets, passer le bébé. C'est-à-dire qu'on propose la solution, le contrat est signé, puis ça passe à l'équipe technique. Et tu vois plus la suite de l'histoire. On voit plus la suite. Et le seul moment où on voit la suite, c'est soit quand on retourne voir un client qui nous dit « Ah bah oui, ça s'est bien passé, du coup, je viens signer avec vous. » Très bien. Oui. Soit quand le client vous appelle en disant « Rachel, ça ne va pas du tout. » Et vu que la clinique ne vous répond pas, c'est vous qui allez prendre. Et là, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant parce que nous, on est l'image de l'entreprise en tant que commercial. Et puis, en tout cas, personnellement, j'ai une certaine éthique. J'ai envie de pouvoir vendre à mes clients, que j'appelle plutôt des partenaires d'ailleurs, des choses auxquelles je crois. Je veux pouvoir leur proposer des solutions pour les aider à se développer. Et quand on commence à nous demander de vendre des choses avec des délais qui finalement ne sont pas les réels, mais des réels, j'étais plus alignée avec ça. Et donc j'ai décidé de commencer à m'ouvrir un peu l'esprit. Et déjà, on m'avait contacté avant que je change d'entreprise la première fois. J'avais dit non parce que j'avais pris le poste là. Et je vois une offre qui passe, la même offre qu'on m'avait proposée 1 an plus tôt, de consultant en recrutement. Dans un cabinet de recrutement. Et en fait, c'est eux qui m'avaient approché à l'époque pour me dire, Rachel, vous êtes finalement commercial, vous êtes business développeur, vous allez prospecter des biotech pour leur vendre un service. Moi, ce que je vous propose, c'est de tout faire de A à Z. Vous allez prospecter les biotech. Elles ont un besoin qui est du recrutement, de cadres en life science. Et vous allez aller chercher vos candidats. Et puis, vous allez proposer aux entreprises et suivre les recrutements et l'intégration de l'entreprise. C'est rigolo parce que c'est eux qui ont lu ton profil, si je puis dire. Ils ont décrypté ça tout seul. Tu t'étais déjà intéressée au recrutement? Je m'étais intéressée parce que j'adore l'accompagnement auprès des entreprises, mais j'aime aussi beaucoup l'accompagnement des candidats et des personnes. Et comme je te comprends. Ce que j'avais beaucoup fait dans le biotechno, justement, entre autres. Mais pour moi, il fallait avoir une expérience en recrutement pour le faire. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai été recrutée dans une entreprise qui m'a formée, qui m'a formée au niveau commercial, malgré le fait que je m'étais formée, moi, sur le tas, mais qui m'a proposé une vraie formation commerciale. Et qui m'a formée sur la partie recrutement, ce qui m'a permis, en fait, de structurer ce que je faisais déjà un peu, naturellement. Et ça a été une révélation pour moi. Ça a été la première entreprise dans laquelle je me suis vraiment sentie bien. J'ai passé 4 belles années dans cette entreprise où je me suis vraiment épanouie et développée. Voilà, j'ai vraiment adoré ce métier. Cool. Alors, petite parenthèse de mon côté. En message pour vous qui nous écoutez, j'ai envie de vous dire par rapport à ce que Rachel vient de raconter, de pas s'auto-censurer. J'aurais pu avoir le même a priori par rapport à mon métier. J'avais jamais travaillé dans ce métier-là. D'ailleurs, dans l'offre, c'était peut-être marqué avec une expérience similaire, mais c'était peut-être 6 mois. On a 0 versus 6 mois. Ça se tente. N'allez pas postuler un truc où il faut 15 ans d'expérience, vous avez 6 mois. On peut mesurer la part des choses quand même. Maintenant, oui, on peut bien sûr être embauché. Nous sommes des exemples là. Pour un métier qu'on ne sait pas tout de suite au démarrage, on est formé et puis après, on y retrouve rapidement. Alors, il y a une personne qui s'appelle Nicole, apparemment, il y a la main levée. Je ne sais pas. Si ton micro est allumé, si tu veux poser une question ou si c'est un accident. Je ne sais pas. Je vais mettre si tu ne veux pas parler, si le micro ne marche pas, n'hésite pas à utiliser le chat. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ferme la parenthèse. Donc, 4 ans en tant que salarié dans le recrutement, ça t'a beaucoup plu. Oui. Et du coup, que 4 ans, si je peux me permettre. Encore un événement. Encore un événement personnel cette fois-ci. Okay. J'ai eu un enfant. Et j'étais en région parisienne et je suis originaire de Marseille et je voulais revenir dans le sud. D'accord. Et il n'y avait pas de possibilité, on a peut-être envie d'autre chose, mais de rester salarié dans cette société. Alors on a essayé
d'en discuter pendant des mois, de trouver des solutions pour y arriver, mais l'entreprise n'était pas encore prête au télétravail full-time. Moi, je n'étais pas prête à remonter par mois sur Paris. Oui. Et donc, on a fini par se dire qu'il valait mieux qu'on se sépare, malheureusement, mais en très bons termes et avec de très bons contacts. Voilà. Une bonne rupture. Une bonne rupture, exactement. Ça arrive. Exactement, ça arrive. Oui. Ça arrive, c'est concomitant avec la vie personnelle. Il faut aussi faire sa vie professionnelle. C'est aussi des points qui sont très importants quand on se lance dans un projet professionnel. On est des personnes, on n'est pas qu'un candidat avec un CV. Il y a des éléments qui gravitent autour de nous. Exactement. Et donc, voilà. Et donc, du coup, je suis arrivée sur Marseille. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, oui, tu es venue sans rien. Tu n'avais pas de piste. Je suis venue sans rien parce que je suis en congé parental à cette époque-là. Du coup, j'avais quelques mois pour venir. Puis on a le droit de faire des pauses aussi. Enfin, une pause parentale. Je ne sais pas si ça existe, mais on se comprend. On se comprend. Alors, apparemment, un petit problème de son. Je vais essayer de rapprocher pour voir si on aurait une meilleure. Voilà. Vous nous dites si ça va mieux ici. J'ai rapproché l'ordinateur pour le son. Je me décale un peu. Donc oui, du coup, arrivée sur Marseille, je me mets en recherche d'emploi et je passe plusieurs entretiens dans différentes entreprises pour être consultante en recrutement, pour être manager parce que j'avais envie d'évoluer sur une position manager. J'en profite pour faire un coaching, j'en profite pour faire un bilan de compétences, j'en profite pour me recentrer un peu sur moi-même, voir un peu où sont les valeurs, où sont mes priorités. Et puis pendant mon bilan de compétences, quelque chose qui me trotte dans la tête depuis des années et que je me dis, c'est pas pour moi, je ne serai jamais, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Et puis là, une évidence. On en parle, premier échange avec ma coach du bilan de compétences. Et, elle me dit, non, mais en fait, il y a un côté où vous me dites, voilà, j'aimerais bien passer manager, ça peut être sympa pour telle raison. Il y a un côté où vous me dites, ça serait génial de pouvoir créer une entreprise. Elle me dit, pourquoi vous n'allez pas sur ce qui est génial? Et j'y vais. Et donc là, je sors tous les murs que je vois et que j'imagine. Et on les a pris un par un et on les a démolis un par un. Parce qu'en fait, quand on les prend un par un, une étape à la fois, ça se passe beaucoup mieux. Tu peux nous donner un ou deux exemples de choses qui te bloquaient pour l'entrepreneur? Alors, il y avait l'aspect financier qui me bloquait, qui a été pour moi, du coup, levé dans la seconde, dans la mesure où mon conjoint, lui, est salarié, pouvait subvenir à nos besoins, et dans la mesure également où on peut avoir droit au Pôle emploi quand on crée une entreprise qui nous accompagne sur cette création-là. Du coup, ça a été élevé en une demi-seconde, mais c'était pour moi un point... un truc énorme. Comment je sors un salaire du jour au lendemain? C'était un truc énorme que je pouvais... à tel point que je n'avais même pas réfléchi à comment faire. Voilà. Et puis, cette espèce de chose qui vous retient, vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous dites que vous n'êtes pas capable, quoi. Et pourtant, tu avais accompli déjà de belles choses, mais tu t'en es pas rendu compte, je crois. Exactement. Et en fait, ce bilan de compétences, ça m'a permis de mettre sur le papier tout ce que j'avais fait. Là, je me suis dit, mais en fait, j'en ai fait des choses quand même, mine de rien. Et si j'étais capable de faire tout ça, pourquoi je ne suis pas capable de faire ça aussi? Et donc, je dis, soyons fous. J'ai eu la chance aussi d'avoir un conjoint qui m'a accompagnée et qui me soutient énormément dans cette aventure. Ça, c'est important. Et je me suis dit, soyons fous. Allez, on se lance, on essaye. Et puis, je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. C'est beau. Et du coup, on t'a accompagné pour un business model, pour identifier tes clients. Alors, identifier mes clients, c'était assez facile dans la mesure où je faisais déjà ce métier-là depuis 4 ans. Et qu'avant ça, j'étais commerciale. Donc, en fait, mes clients sont toujours plus ou moins restés les mêmes, en tout cas la même typologie de clients. Donc, ça a été assez facile. La partie candidat, c'est pareil, c'était pas compliqué parce que ça fait des années que j'accompagne les docteurs d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. J'ai été accompagnée sur qu'est-ce que j'allais pouvoir proposer de différenciant par rapport à tous les autres qui font ce métier-là. Voilà. J'ai été accompagnée sur quelle était ma proposition de valeur, comment j'allais me présenter
auprès des entreprises, etc., pour être solide, hein, tout simplement, parce que j'avais dans l'idée qu'un consultant unique, ça fait plus peur à une entreprise qu'un beau cabinet comme Page ou comme d'autres cabinets. Ce n'est pas forcément le cas, en fait. On se rend compte que il y en a qui aiment bien des structures qui ont l'air plus familiales ou à dimension humaine. Mais moi, des clients que j'ai démarchés pendant des années chez Page, je ne les ai jamais eus et je les ai eus là parce que je suis un chef. C'est génial ça, parce que je suis un chef. Voilà, exactement. Et à l'inverse, il y a d'autres clients qui peut préférer une grosse référence. Et après, il faut juste aller vers finalement les clients et les personnes qui nous correspondent. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des entreprises avec lesquelles je travaille où moi-même, je me dirais, tiens, pourquoi pas travailler dans cette entreprise. Ok, tu choisis tes clients en fait. Tu ne vas pas t'occuper d'un client parce peut-être qu'on te les confiait avant, un salarié. Alors, j'avais énormément de mon portefeuille que j'avais développé moi-même, puisque j'ai développé la partie biotech en fait, dans cette entreprise-là. Il y avait la partie pharma et dispositifs médicaux, mais beaucoup moins biotech. Donc, j'avais beaucoup de clients par moi-même, mais il y a quand même des clients qu'on me confiait. Et que, voilà. Et puis, dans un cabinet, il y a quand même toujours cette notion de chiffre d'affaires à générer. Et donc, parfois, il y a des missions où on est moyennement, on n'a pas forcément plus envie que ça. Et là, on se dit, on y va quand même. Heureusement, ça n'a pas été beaucoup mon cas, parce que sinon, j'aurais quitté le cabinet, tout simplement. Quand ça ne me convient pas, je m'en vais, comme vous l'aurez compris. Mais je pense qu'il faut. Il faut savoir dire, là, ça ne me va plus, je stoppe, ça ne me convient pas, ça ne me correspond plus, donc stop. Puis ça ouvre des opportunités, du coup, qu'on n'imaginait pas à la base. Mais c'est vrai que voilà, en tant qu'entrepreneur, on a la chance de pouvoir se dire, OK, cette entreprise-là, non, je n'ai pas un bon feeling, les valeurs ne me correspondent pas, donc si elles ne me correspondent pas, je ne pourrais pas les conseiller auprès de mes candidats. Oui, simplement. Ce qui est logique. Alors, j'ai une nouvelle remarque au niveau du son. J'ai de nouveau rapproché l'ordinateur. Nous nous resserrons petit à petit. Parler plus fort. J'espère que c'est mieux. Et sinon, alors je ne sais pas après si je peux rendre le micro plus sensible ou quoi, mais on peut peut-être essayer de parler plus fort. On va essayer. Alors, et Anaïs qui a dû partir, merci pour l'entretien, Delphine et Rachel, j'attends la suite sur YouTube avec enthousiasme, et nous aussi. Bonne journée. Merci Anaïs. Donc c'est le moment des questions. Alors je ne sais pas si on a eu entre-temps, je n'ai pas l'impression. Alors moi j'en ai encore plein. Mais voilà, ces interviews sont organisées pour vous-même en premier lieu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou si vous n'avez aucun souci à voir votre bouille et votre voix sur YouTube après coup, n'hésitez pas à mettre votre vidéo et vos micros. Alors, Isabelle, merci pour ta question. Est-ce que tu peux nous parler, Rachel, un peu plus de tes clients? Alors, mes clients, ce sont des entreprises biotech, principalement des petites entreprises ou des moyennes entreprises. En France ou à l'étranger? Principalement en France. Ça peut m'arriver d'avoir des clients à l'étranger. Oui, c'est sympa. Mais c'est quand même principalement en France. Voilà, j'ai fait le choix avec mon entreprise actuelle de m'orienter sur des biotech ou sur des entreprises à taille humaine et beaucoup moins sur des grosses pharma. Ok, Isabelle, j'espère que ça répond à ta question. Je suppose que oui. Alors, en attendant que vos questions arrivent, moi j'avais envie de revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure. Tu as parlé de ton bilan de compétences, mais tu as dit aussi que tu avais fait un coaching. Oui. Alors, plein de coaching, quel que soit le sujet de l'accompagnement, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Est-ce que tu peux me dire à qui tu t'es adressé, comment ça s'est organisé, à quel point ça t'a aidé ou pas? Je sais pas. Alors, je me suis adressée à une personne de mon réseau direct que je connaissais très bien dans la vie personnelle et qui fait ça. Et je me suis adressée à cette personne parce qu'elle me connaît déjà très bien et que du coup, j'ai pensé que le contact serait beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour aller au fond des sujets. Je me suis posé la question de faire le choix complètement inverse et d'aller vers quelqu'un qui ne me connaît pas du tout pour être beaucoup plus libre. Mais, et de dire quelqu'un qui n'aurait aucun biais. Exactement. Mais j'avais suffisamment confiance en cette personne pour savoir qu'elle allait être complètement objective. Et elle l'a été.
Et j'ai fait ce coaching parce que voilà, ma vie avait changé. J'avais changé plusieurs postes entre-temps. Ma vie personnelle avait changé. Je venais d'avoir un enfant. J'avais déjà fait par le passé des ateliers ou des choses sur quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont un peu voilà, mes priorités, etc. Et pour savoir un peu quel était mon alignement. Et là, je me suis dit, avec tous ces changements dans ma vie, quand même, j'ai besoin de voir si ça a bougé ou pas. Je sens qu'il y a des choses qui ont bougé, j'ai besoin de voir si ça a bougé ou pas. Et de faire ce coaching, ça m'a permis en fait de voir que effectivement il y a des choses qui avaient bougé, de voir de quelle manière ça avait bougé, de l'accepter et du coup de pouvoir envisager l'étape d'après sereinement avec la nouvelle personne que j'étais. Alors évidemment, on ne change pas du tout de tout, mais il y a des choses qui bougent. Exactement. Exactement. Il y a des choses qui bougent. Génial. Des questions sont apparues entre-temps. Nous avons Samia. Merci Samia pour ta question. Donc, on dirait une question à la Asia. Donc, merci. Une question qu'on aime beaucoup chez les Alliances. Alors, qualité et compétences indispensables pour un consultant en recrutement? Je dirais 2 choses principales. Avoir des qualités relationnelles importantes. Il faut aimer le relationnel parce que c'est un métier de l'humain, de relationnel et de l'humain. Donc, il faut aimer le relationnel. En fonction de si on est consultant en recrutement ou chargé de recrutement. Consultant en recrutement, ça implique la partie business développement. Donc, il faut aimer aussi aller au contact des entreprises, parfois aller négocier des prix. Voilà, il faut aimer cet aspect-là aussi. Chargé de recrutement, il n'y a pas la partie, commerciale. Oui. Okay. Donc, il faut aimer ça. Ça, c'est les 2 points, on va dire, qui me viennent en premier. Et en les disant, j'ai un 3e point qui me vient et qui est extrêmement important et qui va beaucoup te plaire, qui est la résilience. Oui. Il faut être capable d'accepter le fait que c'est un métier où on a des très, 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 très hauts et des très, 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 très bas d'une seconde à l'autre. Des ascenseurs. Exactement. Il faut être capable de rebondir, de se relever, de dire OK, c'est un échec, c'est pas grave, on y retourne, on recommence. Voilà, on a tous fait pendant notre thèse des manips qui ne marchent pas 3 semaines d'affilée. Et ben c'est pas grave, on y retourne, on recommence, on cherche des solutions. Et ben dans le recrutement c'est pareil. Typiquement, actuellement j'ai un recrutement sur un poste qui a commencé dans l'été où on avait notre candidat qui finalement n'a pas été pris, puis finalement on a recommencé encore une fois et on a encore un candidat mais qui finalement lui n'a pas accepté, puis on recommence. Et en fait c'est un éternel recommencement. Il faut savoir se relever et continuer. On ne lâche rien. Ne jamais lâcher. Exactement. Alors, c'est toujours un plaisir d'écouter les parcours. On en tire des choses qui nous confortent ou qui nous réveillent. Ça, c'est chouette. Je dois savoir quel profil intéresse Rachel. Alors oui, parce que donc pour mettre des mots clairement sur ce qui est en train de se passer là tout de suite maintenant, nous avons une recruteuse de profil Life Science et c'est votre profil. Je suppose que c'est là où veut en venir Céladé, enfin bref, ou si c'est pas le cas, moi j'y vais. Comment sont organisées les recherches de profil? Quelles sont les compétences qui intéressent en fonction, j'imagine, donc des profils de façon globale, ce serait super, alors attends, c'est quoi la question concrètement? Quel profil t'intéresse? De candidat, je suppose. Alors, tous les profils qui ont un background en life science. Globalement, je travaille sur tous les métiers. Je peux parler si c'est plus simple aussi, hein, parce que j'ai écrit et que c'était un petit brouhaha. Mais en fait, ce que je voudrais savoir, c'était quels sont les profils qui, en particulier, life science, un peu, ça dépend des clients quel âge, j'imagine. Mais bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'elle recherche spécifiquement et puis comment elle va à la recherche de ces profils-là. C'est vraiment de la curiosité, hein, comment elle fait dans sa vie de tous les jours pour retrouver les profils qui l'intéressent. Et puis, en fonction de peut-être 1 ou 2 profils, qu'est-ce qu'elle recherche chez ces personnes-là? Qu'est-ce qui attire son attention? Qui va se dire, telle personne pourrait convenir au poste? Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Ok. Merci. Alors, si je reformule, on n'a pas très, très bien entendu, mais j'ai l'impression que la question, c'est un peu, en fait, ta façon un peu de sélectionner les candidats, les points d'attention par rapport à un besoin client. J'ai l'impression que c'était ça. Je vais fermer la fenêtre un peu. Du coup, je réponds pendant ce temps-là. Ce qui est important, alors moi, les profils que je vais aller chercher, c'est les profils en life science.
principalement des docteurs, mais pas que, parce que je travaille aussi sur des postes où on ne demande pas forcément un docteur. Euh, euh, et après, honnêtement, pour répondre, ce serait compliqué de répondre à la question parce que ça va dépendre en fait de ce qu'on me demande. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas en fonction du besoin technique. Je vais aller chercher une technique particulière. En fonction du besoin du domaine, je vais aller chercher un domaine en particulier dans la thèse notamment ou dans l'expérience après. Ce qu'on va rechercher par contre en termes de personnalité, entre guillemets, ça aussi, ça va dépendre évidemment des entreprises parce que il faut tout pour faire un monde. Mais ce qu'on va chercher en premier, c'est quelle est la motivation de la personne. Ça, c'est le point qui revient chez tout le monde. Si l'entreprise ne sent pas la motivation de la personne, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment important que, voilà, moi, à mon niveau, ce qui est important, c'est que la personne sache un peu se présenter, ce qu'elle veut, et je l'accompagne aussi là-dessus, si nécessaire. Et puis, il y a d'autres structures qui le font aussi très bien, de se préparer à des entretiens. Mais en tout cas, c'est important de ne pas arriver en disant j'ai vu cette offre, je dis pourquoi pas. Bon, voilà, je caricature un peu, mais ça m'arrive parfois quand même d'avoir ce type de personnes-là. Là, ça ne peut pas fonctionner. Il faut des personnes qui soient motivées, qui sachent pourquoi elles ont postulé, qui sachent qu'est-ce qu'il y a dans leur expérience qui peut être intéressant pour que ça fonctionne. Il faut un peu mâcher le job du recruteur et du RH parce que votre job, c'est de mâcher mon travail et mon job, c'est de mâcher le travail du RH qui est derrière. Ça part que tu racontes, parce que c'est une anecdote, dans la société où je travaille, on a reçu une candidate il y a une ou deux semaines, je ne sais plus. Et le profil en termes de compétences, etc., sont très, très bons. En rédaction, des connaissances scientifiques, etc. Mais ses motivations n'étaient pas claires, dans le pire des cas, un peu absentes. Donc, c'était peut-être j'ai vu une offre, mon profil semble correspondre dans les grandes lignes, je tente. Et ça laisse une impression plus que mitigée pour la personne qui s'occupe du recrutement. On va préférer une personne qui est moins compétente sur le papier, mais qui va plus facilement monter en compétence parce qu'elle est motivée et qu'elle va s'investir, plutôt que quelqu'un qui a tout sur le papier, mais qui ne donne pas vraiment l'impression d'avoir envie de tout donner. Ok. Alors, toujours dans la thématique recherche-sélection de candidats, Isabelle demande que recherchent les recruteurs avant tout. Bon, tu as déjà répondu, mais un peu de soft skills. Est-ce que les gens insistent souvent sur ça? Alors, ça va dépendre. Souvent, c'est à moi d'aller poser la question, mais de plus en plus, quand les entreprises viennent vers nous pour nous le dire. Mais souvent, c'est à moi de poser la question, très bien. Et en termes de soft skills, vous attendez quel type de personnalité? Vous attendez quel type de compétences un peu transverses qui vont pouvoir fonctionner? Et c'est aussi mon job, en fait, finalement, de leur dire que tel profil a telle compétence transverse qui, en fait, on ne croirait pas, mais sont tout à fait applicables sur le poste. Compétences transverses qu'on va rechercher. En fait, c'est surtout des compétences interpersonnelles. Très souvent, ça va être la capacité d'être à l'aise en équipe, d'être autonome, mais d'avoir quand même cet esprit d'équipe et d'être capable d'échanger un peu avec tout le monde dans l'entreprise, que ce soit les personnes expertes ou les personnes non expertes. Alors, c'est intéressant parce que moi, je me demandais, mais est-ce que dans ces soft skills ou personnalités, est-ce que c'est pas un peu toujours les mêmes choses qui reviennent, quelqu'un de dynamique, de rigoureux, Oui, dans les CV et les lettres de motivation, on voit beaucoup de dynamique, rigoureux et motivé. Voilà, exactement. Après, ça, c'est des choses qu'on met dans le CV, mais c'est surtout des choses qu'il faut montrer en entretien. Parce que les soft skills, c'est un mot sur le papier, mais en réalité, on les ressent dans l'entretien. Et soit on les ressent quand on a l'empathie nécessaire ou quand ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas, mais voilà. Soit il y a des entreprises qui passent par des plateformes qui permettent d'évaluer en fait toutes ces parties des soft skills pour voir si ça peut fonctionner par rapport à l'équipe qui est déjà existante. Oui, je vois. Ça me fait penser pour l'accompagnement Résacoaching qu'on fait, donc notamment sur CV et lettres, puisque c'est mon module, entre autres avec Alexis et Asia.
je me retrouve parfois avec des CV de personnes très dynamiques à la recherche d'un emploi en PACA, patati patata. Et quand j'ai la personne en visio, elle est, alors je ne vais pas dire qu'elle n'est pas dynamique, mais très, très calme, qui prend son temps. Et ce n'est pas forcément, alors je vous parle de dynamique, ça pourrait être un autre adjectif. Et c'est vrai que parfois on ressent un petit peu un décalage entre les mots sur le papier et la personne en entretien. Donc, et essayer d'être cohérent. Donc, pardon pour cette personne que je n'avais pas trouvée spécialement dynamique, peut-être était-ce un jour sans. Mais voilà, essayer d'incarner la personnalité d'un trait au CV. Quelque chose qui est très important aussi, j'y pense. Vas-y, mais je ne sais pas. Oui. C'est d'être structuré. C'est-à-dire que très souvent, on voit des jeunes docteurs en entretien qui soit rentrent beaucoup trop dans le détail de leur thèse, dans le détail technique, etc., parce qu'ils sont encore en plein dedans, soit nous parlent de quelque chose qui s'est passé là, puis là, puis là, puis là, et finalement, c'est pas structuré, on n'arrive pas bien à comprendre. Il faut reprendre les choses. Rien de parler de plein de détails. Et voilà, on se perd au final dans le message. Voilà, il y a des recruteurs qui ont le background et la capacité de comprendre, en tout cas dans les grandes lignes, ce que les personnes ont fait. Mais clairement, le rôle du candidat, c'est de se faire comprendre, c'est de montrer au RH qui est en face qu'il peut cocher toutes les cases. Oui, d'aller à l'essentiel. Il faut arriver à identifier quelles sont les cases à cocher pour le RH et aller droit au but. Plus à Marseille, ça va. Excellent. Allez, l'OM. Alors, les questions continuent de voir. Alors, on arrive tout doucement vers la fin. On n'a plus que quelques minutes. On va essayer de tout traiter. Mais voilà, bon, s'il y a encore des questions qui arrivent, peut-être après coup, en commentaire, ou si vous voulez contacter Rachel, puisque j'imagine qu'on pourra contacter. Avec plaisir. Mais oui. Alors, c'est une question d'avant. Alors, est-ce que vous acceptez des candidats de l'international, Amel, qui probablement n'est pas en France? Quelle est la condition? J'imagine d'avoir... Ah, mais oui, ça y est. Non, c'est bon. Vas-y. Alors, oui, moi, j'accepte tous les candidats. Admettons, tu as une société en France qui recrute et tu as une candidate de concurrence à l'étranger. Oui. A priori, moi, j'ai aucun frein là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est les compétences de la personne en question et c'est ce que je vais vendre auprès de l'entreprise. Après, je m'assure auprès de l'entreprise qu'elle est capable d'accompagner la personne en fonction de son origine sur toutes les demandes administratives pour pouvoir avoir le droit de travailler en France, tout simplement. Oui, parce que si la personne n'a pas la nationalité, je n'y connais pas grand-chose, mais il y a une autorisation à demander. Exactement, et c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui parfois est un peu coûteux. Et donc, voilà, je m'assure avec l'entreprise qu'ils sont capables d'accompagner. Mais en tout cas, moi, dans ma recherche de candidat, je vais aller chercher les compétences, je vais présenter les compétences de la même manière pour tout le monde, que ce soit international ou pas international. Et si la personne convient, dans ce cas, on avance avec l'entreprise. Et on y va. Super. Exactement. Alors, une question extrêmement précise. Est-ce que tu as besoin, Rachel, en génomique des cancers? Alors, selon mon expérience, c'est pour les personnes qui sont résidentes des pays du Maghreb, alors chance de décrocher des postes. Tu as en partie déjà répondu à la question. Mais génomique des cancers, ça t'évoque quelque chose dans tes besoins? Alors, c'était dur à dire, je sais pas. En ce moment, j'ai envie de dire non, sauf si c'est des cancers hémato. Là, peut-être. Mais en ce moment, non, pas sur la verticale technique. Ouais. Je me demandais, tu te constitues un annuaire, une banque de candidats, tu as ta propre banque de candidats. Oui. Et donc, pour dire les choses concrètement, les personnes qui sont là, qui seraient intéressées pour être dans tes fichiers, oui. ton vivier, exactement, et bien ne pas hésiter. Exactement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas de besoin en génomique des cancers. Ça ne veut pas dire que dans 2 semaines, je ne l'aurai pas. On ne sait pas. Okay. Voilà. Allez, alors ce sera la dernière question. Merci Samia. Alors, quels sont les types de postes pour lesquels tu recrutes Rachel? Peut-être qu'il y a un ou deux exemples que tu peux nous donner de recrutement actuel. Alors, globalement, je recrute pour tous les types de postes. On va demander un background scientifique à la base, life science. Et donc ça va être tous les postes commerciaux, marketing, ingénieur d'application et autres. Et donc là, en ce moment, tu as des demandes de ça?
Alors, marketing là, en ce commercial? moment, non, en ce moment, j'ai pas de commerciaux. J'ai eu du marketing il n'y a pas longtemps, mais en ce moment, non. En ce moment, j'ai de l'assurance qualité, par exemple. Ok, dans la qualité. Et j'ai de la R&D. La R&D, que ce soit au niveau chef de projet, au niveau directeur R&D. Voilà. En ce moment, j'ai beaucoup plus de R&D que d'autres choses. Mais R&D, ça donc arrive que paillasse, manip. paillasse ou pas. Paillasse ou pas, direction scientifique, c'est pas forcément de la paillasse. La direction. Voilà, exactement. C'est vraiment tout niveau de R&D. Okay. Ouais. En ce moment, c'est beaucoup sur de la technique. Il y a des périodes où ça va plus être du réglementaire, assurance qualité réglementaire. Il y a des périodes où ça va être de la clinique. Voilà, ça dépend des périodes. Mais globalement, dès qu'il y a un background scientifique, quel que soit le métier derrière, je peux intervenir. Ok, super. Je pense sur la qualité. Je crois que depuis le début qu'on a lancé les interviews et les alliances, je veux quelqu'un qui travaille dans la qualité et je ne l'ai toujours pas. Il faudrait que je chasse ce profil. Je pense que c'est un bon point d'illustration de possibilité post-thèse. Je pourrais peut-être t'aider là-dessus. Ah. Eh bien, oui, carrément, s'il y a des gens qui sont volontaires pour partager leur parcours, je prends. Ok, alors le temps est écoulé. Rachel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Ouais, j'ai pris des notes, mais moins que quand je suis pas avec la personne parce que je garde plus le contact visuel. Alors, est-ce que vous recevez des CV? Oui. Alors, comment on s'y prend, Rachel? Voilà, admettons, je suis Amel, je veux te proposer mon CV, je fais quoi? Soit via LinkedIn, de me demander un contact et de m'envoyer son CV par LinkedIn, soit directement sur mon site internet. J'ai une partie candidat où les personnes peuvent déposer leur CV et me mettre un nom, un petit mot pour me dire un peu quelles sont les recherches, quelle est un peu la situation de la personne. Ton LinkedIn, donc c'est Rachel Terrasse, vous avez le nom un peu dans les posts, dans l'email d'ailleurs. Ton site internet, c'est quoi? Mon site internet, c'est RT Consulting. RT, donc tes initiales. Exactement. Consulting, le tiré du 6, talent au pluriel.com. Et voilà Amel, feu. Voilà. Et il y a une petite partie candidat. Et à partir de là, dans le candidat, il y a les offres d'emploi et il y a aussi la candidature spontanée. Super. Ce serait vraiment trop génial si jamais quelque chose pouvait se passer avec notre intermédiaire. J'aimerais. Cette interview, c'était. J'étais sur le point de dire, c'est aussi un peu le but. Si ça n'arrive pas, le plaisir reste intact. Mais si après on transforme l'essai, quel accomplissement. La force de raison. C'est ça. Pour clôturer, est-ce que tu auras un petit mot de la fin au choix pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit un conseil ou autre chose? Oui, je pense que c'est large. Oui. C'est important de ne rien lâcher. Pendant notre thèse, on ne lâche rien parce qu'on a un objectif clair qui est nos 3 ans de thèse, nos 4 ans de thèse en fonction des personnes, en tout cas avec notre projet et nos papiers. Et voilà. Dans la recherche d'emploi, c'est la même chose. Il ne faut rien lâcher. Il faut rester positif, quoi qu'il arrive, même si ça prend du temps. Moi, je vous dis, j'ai dû passer je pense, une bonne centaine d'entretiens dans mon année de recherche d'emploi. Donc, voilà, il faut rien lâcher. Et surtout, il ne faut pas prendre un poste parce qu'on nous propose. Ça, c'est un point qui est très, très important et que j'ai appris un peu à mes dépens, mais voilà, ça a été formateur pour moi. C'est vraiment, quand on passe un entretien avec une entreprise, on lui fait aussi passer l'entretien à l'entreprise. Et il faut s'assurer qu'on est aligné sur les attentes, que ce soit au niveau managérial, que ce soit au niveau de la culture ou des valeurs de l'entreprise. Les attentes à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, quelle est un peu l'évolution du poste. Il faut s'assurer vraiment qu'on va se sentir bien dans cette entreprise-là et que ça correspond à la personne qu'on est. Voilà. Magnifique. Merci encore. J'ai toujours du mal de raccrocher. Alors, on a des merci dans tous les sens. Amel, Samia, Isabelle, Najat, merci à vous pour votre présence. Merci RT Consulting. Merci Résilience. Alors, je pense que vous retrouvez Asia pour la prochaine interview et j'ai complètement oublié de lui redemander quel était le profil, donc ce sera surprise. Et pour la date, pareil, mais voilà,
vous la suivez sur LinkedIn et vous saurez tout. Si vous avez des besoins, des questions pour Rachel, n'hésitez pas à la contacter, faites-le. Et puis, j'espère que ça a été. Désolée pour le petit problème technique. J'espère que ça ira sur l'enregistrement. À bientôt. Merci beaucoup. Avec joie. À très bientôt. À bientôt.